Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est adressée aux élèves de niveau 5e et qui s'intitule Humanisme, réforme et conflits religieux. Donc on va essayer de comprendre quels sont les bouleversements culturels et religieux qui vont toucher l'Europe à la Renaissance. Pour rappel, au XVIe siècle, il y a eu les grandes découvertes, donc ça a éveillé la curiosité des explorateurs, des conquistadors, et en Europe, il y a un mouvement de renaissance qui passe par la redécouverte de manuscrits anciens, mais également de savoirs nouveaux. Ça, c'est tout ce qui concernera l'humanisme, puis ensuite on s'intéressera à tout ce qui est réforme et conflits religieux, puisque c'est une époque où les chrétiens et où l'église chrétienne va se réformer avec l'objectif de la rendre meilleure, mais ça va entraîner également des divisions, notamment entre ceux qu'on va appeler donc les protestants contre les catholiques, qui vont avoir deux visions un petit peu distinctes de la religion chrétienne, donc pas la même manière de rendre le culte, et ça débouchera sur des conflits, parce que vous savez qu'à travers l'histoire, il y a toujours beaucoup de conflits, malheureusement. Dans un premier temps, on va s'intéresser à tout ce qui est diffusion de la pensée humaniste. L'humanisme, qu'est-ce que c'est? Ça vient du mot humanus, ce qui veut dire cultivé, et non pas humain. Ce sont des penseurs qui étudient des œuvres de l'Antiquité et qui vont choisir de mettre l'homme et le progrès au centre des préoccupations. Avant, notamment dans la pensée liée au Moyen-Âge, ce n'était pas l'homme qui était au centre des préoccupations, mais Dieu. Et là, cette fois-ci, on va vraiment replacer l'homme au cœur des réflexions qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est qu'au XVIe siècle, notamment après la chute de Constantinople en 1453, donc qui a été pris par les Arabes en 453, des intellectuels grecs vont être obligés de fuir l'Empire byzantin et vont se réfugier en Europe. Quand ils vont partir les bras chargés de manuscrits qui sont écrits en grec, et qui sont des manuscrits qui vont contenir les pensées de certains philosophes antiques, de certains scientifiques, penseurs de l'Antiquité, et ces textes, eh bien, ils avaient été perdus. Il y avait eu des traductions qui avaient été faites en Europe, qui avaient été des traductions latines, donc on avait un petit peu perdu le vrai contenu des choses, et les Européens, en voyant arriver ces textes, vont faire une redécouverte des manuscrits de ces auteurs qui étaient disparus, et ces relectures vont permettre de leur forger une nouvelle conception du monde. Je vous disais juste avant, au Moyen-Âge, les hommes s'intéressaient notamment à Dieu et également à l'au-delà, alors que les humanistes, eux, vont décider donc de faire de l'homme le centre de tout le questionnement qu'il peut y avoir. Donc ce sont quand même des gens qui sont très curieux et dont l'objectif est avant tout de faire progresser, je vous disais, l'humanité pour aller vers un mieux-être. C'est également à cette période qu'on va avoir une nouvelle conception de l'univers. Deux humanismes vont notamment permettre de faire progresser tout ce qui est connaissance astronomique et la connaissance de l'univers. Copernic, c'est un mathématicien, c'est également un astronome, et il est convaincu que le Soleil n'est pas fixe et que les planètes tournent autour. Avant, on pensait que c'était la Terre qui était au centre de l'univers et que autour, eh bien, gravitaient les astres et le Soleil. Copernic, lui, il se dit non, ce n'est pas possible, c'est le Soleil qui est l'astre principal et les planètes tournent autour. Et il va publier tout ça dans un livre qui s'appelle De la révolution des orbes célestes, dans lequel il va élaborer la théorie de l'héliocentrisme, le Soleil au centre de l'univers. Évidemment, c'est quelque chose qui va bouleverser les Européens, puisqu'à l'époque, la Terre doit être au centre de l'univers, bouleverse également toute la pensée chrétienne, qui fait que la Terre est censée être l'espace créé par Dieu, donc voilà, ça ne peut pas être remis en cause. Copernic n'arrive pas spécifiquement à convaincre, mais plus tard arrive un autre homme qui s'appelle Galilée, qui est également mathématicien et astronome, et qui va découvrir la Lune, mais également les satellites de Jupiter, grâce notamment à l'invention de ce qu'on appelle la lunette astronomique, qui va lui permettre de faire ses observations. Galilée, il va confirmer la théorie de Copernic et prouver que oui, le Soleil est bien au centre de l'univers et non pas la Terre. Alors, ça ne va pas tellement plaire à l'Église catholique, puisque je vous disais, ça bouleverse complètement la conception qu'on peut avoir de l'ordre divin, et les textes religieux traités justement à la Terre une position centrale dans l'univers. Donc il y aura un procès qui sera mené à Galilée par le tribunal de l'Inquisition, qui est le tribunal religieux. On prête beaucoup de pensées à Galilée, on a tendance à dire oui, en fait, Galilée est sorti de ce procès en disant ok, d'accord, je renonce à toutes mes théories sur l'héliocentrisme, mais bon, il va bien falloir qu'à un moment donné, vous me croyez, parce que puisque de toute manière, les planètes tournent autour du Soleil, et que le tribunal de l'Inquisition aurait tué Galilée. Bon, le tribunal de l'Inquisition n'a pas tué Galilée, par contre, il a été condamné à rester dans sa maison et il n'avait plus le droit de parler de la théorie de l'héliocentrisme. Pour revenir justement sur nos grands penseurs de cette époque, vous allez en avoir plusieurs.
vous allez notamment retrouver un homme qui s'appelle Erasme. Erasme, c'est un écrivain et humanisme, et c'est lui qui va notamment poser les bases de cette théorie selon laquelle l'homme doit être au centre des préoccupations et de l'univers, et cette pensée va ensuite se diffuser partout en Europe, être reprise par d'autres scientifiques. On parle donc de Renaissance parce qu'on a la redécouverte de ces textes anciens, mais il n'y a pas que ça. Il y a également donc la diffusion de la pensée humaniste, mais la naissance également de nouvelles choses, ou de redécouverte d'autres choses. C'est notamment tout ce qui va concerner l'imprimerie. En Europe, au Moyen-Âge, pour pouvoir diffuser les informations, notamment les manuscrits, il fallait les recopier à la main. Donc vous aviez des moines copistes qui se mettaient dans les monastères et qui recopiaient à la main. Bon, c'était un peu long, faut l'avouer. La technique de l'imprimerie va arriver au XVe siècle, donc en 1453, vous avez un homme qui s'appelle Gutenberg qui va, on dit, inventer l'imprimerie. Alors non, en réalité Gutenberg n'invente pas l'imprimerie puisque cette technique d'imprimerie est connue depuis l'an 300 en Chine, car les Chinois avaient développé une technique pour pouvoir imprimer les textes grâce notamment à l'invention du papier. Donc Gutenberg récupère cette technique, va améliorer et perfectionner le processus, il va notamment créer des caractères mobiles en plomb qui sont reproductibles et qui vont être utilisables, ça permet comme ça en fait d'imprimer parce qu'à chaque fois on imprime avec la même lettre puis on va changer ces caractères en fonction de ce qu'on veut mettre. On va utiliser également de nouvelles encres, une nouvelle presse, et ça va permettre, grâce notamment donc à cette machine d'imprimerie, on imprime à chaque fois, on prend comme ça le levier et puis on met les feuilles une par une, et ça va permettre de diffuser la pensée humaniste, mais également les textes. Alors j'attire quand même votre attention 3 secondes sur le fait que quand on dit diffuser la pensée, évidemment c'est quelque chose qui est accessible principalement aux intellectuels, aux personnes qui savent lire et écrire, ce qui correspond à une très faible minorité de la population, puisqu'ils en partie sont analphabètes. La Renaissance, c'est également la découverte, mais aussi l'amélioration de tout ce qui concerne la médecine, et également la chirurgie et l'anatomie. Le médecin flamand, qui s'appelle André Vézal, a réalisé d'importantes découvertes sur le fonctionnement des organes du corps humain. Il a réalisé notamment des dissections sur les cadavres, et c'est comme ça que ça lui a permis de comprendre l'anatomie humaine. Il a publié tout ça dans un livre qui s'appelle La fabrique du corps humain, bon, qu'on résume généralement en l'appelant la Fabrica. C'est le premier ouvrage d'anatomie qui a été publié, dans lequel on retrouve notamment plusieurs planches anatomiques qui permettent de voir les différentes parties du corps, les muscles, l'intérieur, sachant que Vézal réalisait donc des dissections sur des cadavres, je vous disais justement, pour pouvoir voir l'anatomie humaine. Bon, il n'est pas le seul à faire ça, hein. Les grandes universités de médecine, on prenait justement des corps et puis on allait disséquer pour essayer un petit peu de voir ce qui se cachait dedans, sachant quand même qu'à l'époque c'était assez mal vu, hein, parce que vous aviez d'un côté le corps des médecins, les intellectuels, ceux qui pensaient, ceux qui réfléchissaient à la médecine, et de l'autre côté, le corps des chirurgiens, sachant qu'à la base les chirurgiens c'était des barbiers, qui étaient plutôt sur tout ce qui était dissection, ce qui se rapportait au toucher des organes, l'intervention chirurgicale, c'était quand même sous-considéré parce que c'était vu comme quelque chose de technique, et à cette époque, l'intellect l'emporte sur la technique. On a également un homme qu'il faut absolument connaître quand on parle d'humanisme, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est qui ? C'est un peintre, c'est un artisan, c'est un sculpteur, c'est un architecte, c'est un savant, c'est un ingénieur, c'est tout, c'est le meilleur homme, c'est tout. Léonard de Vinci, c'est un génie. C'est un grand humaniste qui a, évidemment, on a dit, placé l'homme au centre des préoccupations. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs ici avec son célèbre dessin de l'homme de Vitruve. C'est un homme qui va réaliser notamment beaucoup de dessins de machines modernes, des véhicules, des chars d'assaut, des armes, des engrenages, enfin, beaucoup de modèles de machines qui souvent ne pourront pas être fabriqués du temps de son époque, alors faute de moyens mais également faute de la technique suffisante pour les fabriquer, mais dont certains croquis vont pouvoir être réutilisés et repris, perfectionnés et améliorés plus tard, au 19e siècle par exemple, pour pouvoir créer justement ces fameuses machines de Léonard de Vinci. Une chose qui est à savoir pour l'époque, c'est que être un intellectuel, être un savant, eh bien ça ne rémunère pas toujours très bien. Du coup, il y a un véritable lien qui va s'opérer entre les princes, les souverains, les monarques et les savants de la Renaissance. Les monarques, ils vont notamment protéger et valoriser tout ce qui concerne les arts. Je vais donc prendre ici le cas des mécènes. Les mécènes, ce sont des personnes riches et influentes qui vont choisir de protéger des artistes, des écrivains, des savants, et pour cela, ils vont leur commander des œuvres afin de les financer. Parce qu'à l'époque, le statut d'artiste n'existe pas. En France, aujourd'hui, on a des intermittents du spectacle si on est artiste, qui permet d'avoir un revenu fixe. Ce n'est pas le cas à l'époque, donc le seul moyen pour que les artistes survivent, c'est de se placer sous la protection d'un personnage influent. La famille des Médicis, qui est une famille de banquiers qui règne sur la ville de Florence à cette époque, est une famille qu'on utilise généralement pour parler du mécénat, parce que c'est une famille qui a beaucoup contribué à protéger les savants et à protéger les artistes.
Ici, vous avez la représentation de Laurent le Magnifique, qui a reçu une éducation, tout ce qu'il y a de plus humaniste, qui s'intéressait beaucoup à l'art, à la littérature, qui a transformé la ville de Florence pour en faire la véritable capitale des arts et qui a commandé des œuvres aux artistes les plus influents de son temps. En Italie, vous avez énormément de souverains, de grandes familles telles que les Médicis ou même les papes qui vont eux-mêmes protéger des artistes. C'est le cas par exemple de Jules II, c'est le cas également de Pie IV qui vont utiliser leur rôle de pape pour pouvoir protéger les arts, protéger les artistes. Et justement, quand on s'intéresse à l'art de la Renaissance, on va constater que beaucoup de cet art est un art qui évoque l'Antiquité. C'est déjà très différent par rapport à l'art qui était pratiqué au Moyen-Âge, puisque à l'époque médiévale, on est sur un art qui est quasiment essentiellement religieux. Quand on est à la Renaissance, je vous disais, on a tout ce mouvement de redécouverte des textes anciens qui va également venir influencer la peinture. On va représenter l'homme dans toute sa virilité. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on ne représente pas la femme. Hein. On parle bien de l'homme et de ses attributs purement masculins. Ici, vous avez la statue de Michel-Ange qui est appelée le David de Michel-Ange. Alors, qui est Michel-Ange? C'est un sculpteur, peintre, architecte, poète, artiste complet un peu à l'image de Léonard de Vinci, grand maître de la Renaissance, qui a passé son enfance aux côtés des tailleurs de pierre, puis qui a ensuite été envoyé chez un peintre florentin en apprentissage. Et à 15 ans, Michel-Ange a été repéré par Laurent le Magnifique qui a décidé de le protéger, de protéger ce jeune artiste et de le faire travailler pour le compte des Médicis. Et là, il a donc fait des statues, ça peut être le cas notamment du David de Michel-Ange, qui est sculpté d'un seul bloc, qui a été une commande de la ville, ensuite été placé au cœur de la cité. Les peintres vont également donc mettre au point de nouvelles techniques de peinture à cette époque. On va commencer à utiliser tout ce qui est règle de la perspective, c'est-à-dire qu'avant, vous n'aviez pas de perspective, donc vous aviez tous les personnages qui étaient au premier plan, vous aviez également toujours les mêmes couleurs qui étaient utilisées. Là, on a de nouvelles couleurs, on a les règles de la perspective qui permettent de créer du relief, on a l'usage également de la peinture à l'huile qui va se développer. Donc les connaissances qu'on a acquises en médecine, notamment en termes d'anatomie, vont permettre de mieux dessiner le corps humain et de mieux le représenter. Et les œuvres de Michel-Ange sont vraiment là pour témoigner de ce renouveau de l'art. Je passe maintenant sur ma deuxième partie qui va s'intéresser cette fois-ci à tout ce qui est réforme religieuse, et notamment à la naissance du protestantisme. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur l'Empire byzantin, on se souvenait que la chrétienté était déjà divisée en deux branches, les catholiques et les orthodoxes. Les catholiques étaient principalement du côté de l'Europe de l'Ouest, tandis que les orthodoxes se situaient dans l'Empire byzantin. À partir du XVIe siècle, il va commencer à y avoir une crise au sein de l'Église catholique qui va être de plus en plus critiquée. Certains chrétiens vont notamment reprocher aux curés, aux prêtres d'être des ignorants, mais également de s'enrichir grâce à l'argent des fidèles, et donc de s'être détournés du message divin qui, à la base, prêchait la pauvreté. Un homme qui s'appelle Martin Luther, c'est un moine, c'est également un professeur qui est très influencé par la pensée humaniste et qui va notamment redécouvrir des textes bibliques, mais non pas des textes bibliques qui étaient, comme on les étudiait jusqu'à présent, des textes en latin, mais des textes qui étaient en grec et qui sont finalement, pour lui, plus proches de la parole qui avait été donnée par Jésus-Christ à ses apôtres. Il va commencer à critiquer l'Église catholique et ses pratiques. Lorsqu'il publie 95 thèses en 1517, il va reprocher au pape donc de s'enrichir sur le dos des fidèles, de s'être éloigné de la doctrine primitive de l'Église, de l'idéal de pauvreté et de solidarité. Et suite à ça, évidemment, le pape réagit mal, puisqu'en 1521, il va excommunier Martin Luther, c'est-à-dire il va le sortir de la religion, et c'est à ce moment-là qu'il va, lui, décider de fonder une nouvelle église, qui est l'église protestante. Le protestantisme apparaît du coup dans les années 1530, c'est un terme qui vient du mot donc protestation, protester, et qui se met en opposition avec les catholiques. Donc dès qu'il a été excommunié, Martin Luther va se réfugier à Wittenberg et il va rédiger sa doctrine de sa nouvelle église. Les fidèles de Martin Luther sont appelés les luthériens et ils vont aller présenter cette nouvelle doctrine à l'empereur Charles Quint qui régnait à cette époque sur une partie de l'Europe. La nouvelle religion protestante est ce qu'on appelle une réforme dans le sens où elle va réformer la religion catholique. C'est pas une nouvelle religion, on prend les bases de la religion catholique mais on va créer de nouvelles pratiques, de nouvelles règles. Les protestants sont donc des chrétiens mais ils ne sont pas catholiques et ils ne pratiquent pas la religion comme les catholiques. La Bible, elle a le droit d'être traduite. Alors aujourd'hui la Bible est traduite aussi pour les catholiques, mais à l'époque on avait une Bible en latin
Et du coup, chez les protestants, une Bible dite en langue vernaculaire, c'est-à-dire dans la langue du pays, ce qui était à la base pas autorisé, puisque seuls les prêtres étaient autorisés à interpréter librement les textes écrits en latin. Là, ça veut dire que désormais, puisqu'elle est traduite, n'importe qui peut la comprendre et faire son interprétation propre des textes bibliques. Chez les catholiques, il existe 7 sacrements, ce qui n'est pas le cas chez les protestants où il n'en existe que 2, le baptême et la communion. Il n'y a pas le mariage, par exemple, parmi les sacrements. Le culte est également pratiqué par des pasteurs, et les pasteurs ont le droit de se marier, ce qui n'est pas le cas chez les prêtres, puisque les prêtres n'ont pas le droit chez les catholiques de se marier pour être complètement consacrés et dévoués à Dieu. Et ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape, puisque pour eux, il y a une relation qui est directe avec Dieu, donc ils ne passent pas par un intermédiaire, ni par les prêtres, ni par le pape. Évidemment, vous doutez bien que l'Église catholique ne va pas bien réagir. Et donc, pour contrer la réforme protestante, le pape va réunir ce qu'on appelle un concile, donc une réunion dans la ville de Trente, ce qu'on appelle le concile de Trente. C'est le nom de la ville, parce que ça s'est passé entre 1545 et 1563. Et il va créer ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. La contre-réforme, elle prend la forme suivante. Première chose, ils vont créer ce qu'on appelle l'index. L'index, c'est une commission religieuse qui est chargée d'étudier et de lire tous les textes qui ne vont pas être conformes avec la doctrine chrétienne pour pouvoir les mettre à l'index, c'est-à-dire pour pouvoir les interdire, donc on les censure, on n'a pas le droit d'aller les lire. Et ils vont également créer un ordre qui s'appelle l'ordre des jésuites, sur lequel ils vont s'appuyer pour pouvoir aller répandre leur message contre justement les protestants. Donc les jésuites, ce sont des intellectuels religieux qui vont répandre le message catholique à travers le monde. Parmi les jésuites très connus, vous allez vous retrouver avec Ignace de Loyola, qui est l'un des fondateurs justement de l'ordre des jésuites, et qui va se mettre au service de l'église catholique. Lui, il va partir en Amérique, il va également partir pour pouvoir faire de l'évangélisation, pour rappeler le message catholique. Le problème, c'est que cette division entre protestants et catholiques va se gangréner et va entraîner des conflits religieux à travers l'Europe. C'est ce qu'on appelle les guerres de religion. Vous allez avoir d'un côté des États qui se présentent comme des États protestants et de l'autre côté des États qui se présentent comme des États catholiques. Il va exister 8 guerres de religion qui vont se succéder durant à peu près 36 ans. Alors elles sont entrecoupées de périodes de paix fragiles, évidemment, il y a des trêves, on ne se bat pas pendant 36 ans non-stop, mais il va quand même y avoir des conflits assez réguliers. Parmi justement ces conflits se trouve un épisode assez majeur qu'on étudie généralement à l'école, qui est le massacre de la Saint-Barthélemy qui a lieu en 572. C'est l'apogée des massacres de la violence qui généralement est utilisée pour montrer la façon dont les catholiques ont traité les protestants en France. Alors donc que les chefs protestants sont à Paris afin de célébrer le mariage d'Henri II et de Marguerite, la reine-mère qui était à l'époque Catherine de Médicis. Les Médicis avaient réussi à venir se marier avec des rois pour pouvoir faire une alliance, va parvenir à convaincre son fils, qui était à l'époque Charles IX, de faire assassiner les protestants dans la capitale. Le massacre de la Saint-Barthélemy a lieu à Paris la nuit du 24 août 1572. Donc là, ici, vous avez une illustration qui vous représente justement ces massacres. Et au cours de ces massacres, eh bien, de nombreux protestants vont être mis à mort. Je vous disais, les guerres de religion, ça dure à peu près 36 ans, donc en fait c'est entre 1562 et 1598, et le royaume de France va être ravagé et dévasté par ces guerres. Vous allez avoir d'un côté la Ligue catholique qui est fondée par le duc de Guise et qui va s'opposer avec acharnement à tous les actes de tolérance qu'il pourrait y avoir vis-à-vis des protestants. Donc évidemment, les violences vont augmenter dans le royaume jusqu'à ce qu'en 1589, un homme qui s'appelle Henri de Navarre monte sur le trône, devienne roi de France, prenne le nom d'Henri IV et décide cette fois-ci de faire un acte de tolérance envers les protestants qui va mettre fin aux guerres de religion en créant l'édit de Nantes qui est un édit qui va accorder la liberté de culte aux protestants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'un petit peu mieux comprendre comment ça se passe au niveau de la Renaissance, mais également de la Réforme et des guerres de religion à l'époque moderne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain enregistrement.